Théodore Géricault, né le 26 septembre 1791 à Rouen, grandit dans un milieu bourgeois aisé, ce qui lui offre l'opportunité de se consacrer très tôt à sa passion, l'art. Dès son adolescence, il révèle un goût prononcé pour le dessin et les chevaux, deux éléments qui marqueront durablement son œuvre. En 1808, il commence sa formation artistique à Paris, d'abord auprès de Carl Vernet, réputé pour ses scènes de bataille et de cavalerie. Ce maître lui inculque un sens aigu du mouvement et de l'anatomie équine. Mais Géricault, lui, se sent vite à l'étroit dans cet enseignement trop académique. Il poursuit ensuite sa formation dans l'atelier de Pierre-Narcisse Guérin, un peintre néoclassique respecté. Cependant, le jeune Géricault, à l'esprit rebelle et avide de nouveautés, peine à se conformer aux règles rigides de l'art officiel. Il est davantage attiré par l'intensité émotionnelle que par la pureté formelle prônée par ses aînés. C'est donc dans cette période qu'il découvre les œuvres de Michel-Ange, Rubens et surtout les œuvres des peintres du baroque et du Caravage, qui l'inspirent profondément pour leurs usages dramatiques de la lumière et leur sens du tragique. En 1812, Géricault obtient un grand succès avec Officier de chasseur à cheval, présenté au Salon. Ce tableau, à la fois énergétique, romantique et virtuose, marque déjà une rupture avec l'académisme. Il s'impose comme un artiste prometteur au style audacieux et novateur. Après une période de retrait durant laquelle il peint notamment Cuirassier blessé quittant le feu, 1814, il décide de voyager en Italie en 1816. Ce sera un voyage qui sera décisif pour sa carrière. Il découvre notamment les grandes fresques de la Renaissance, les sculptures antiques, mais aussi la force expressive de la peinture italienne. De retour à Paris, il se lance dans un projet ambitieux et profondément personnel, le radeau de la Méduse. Le tableau s'inspire d'un événement tragique survenu en 1816 quand la frégate La Méduse, en route pour le Sénégal, s'échoue à cause de l'incompétence de son capitaine, un noble nommé par favoritisme. Environ 150 personnes sont abandonnées sur un radeau de fortune. Après 13 jours de dérive, seuls 15 survivants seront secourus. Ce scandale, relayé par la presse, révèle l'inhumanité des autorités et l'horreur du naufrage. Géricault, indigné par cette tragédie, voit dans cette histoire un sujet à la fois politique, humain et pictural. Il s'y consacre avec un engagement total. Il interroge des rescapés, consulte des rapports officiels, visite des morgues, assiste à des dissections et réalise des centaines d'études préparatoires. Il va même jusqu'à installer un atelier gigantesque pour peindre son œuvre, travaillant des mois durant, dans une quasi-obsession. Le radeau de la Méduse, présenté au Salon de 1819, choque autant qu'il fascine. On y voit les corps entassés, vivants et morts, dans une composition en pyramide dramatique où la lumière, le vent et la mer traduisent une lutte désespérée pour la survie. L'œuvre n'est pas seulement une reconstitution historique, c'est une méditation sur la souffrance, la solidarité, la barbarie humaine et l'espoir ténu d'un salut. La vie de Géricault est marquée par la passion, le drame et la souffrance. De santé fragile, rongée par une relation amoureuse compliquée, notamment une liaison avec sa tante par alliance, Alexandrine Caruel. Il vit intensément, souvent dans l'agitation et peint avec une intensité rare. Ces dernières années sont marquées par la douleur physique, notamment une chute à cheval, qui est, ma foi, répétée, et par la douleur morale. Il meurt prématurément à Paris, à l'âge de 32 ans, en 1824, emporté par une tuberculose aggravée par ses blessures précédentes. Il laisse derrière lui une œuvre courte mais fulgurante, composée de quelques tableaux majeurs et d'une série de lithographies remarquables, notamment sur les aliénés et les chevaux, qui témoignent de son regard à la fois critique, humaniste et visionnaire. Le radeau de la Méduse, plus qu'un tableau, est devenu le symbole de son génie. Un chef-d'œuvre qui, par sa puissance émotionnelle et sa portée universelle, résume la grandeur et la tragédie de son créateur. L'œuvre de Géricault s'enracine dans un fait divers tragique qui a bouleversé l'opinion publique au début du 19e siècle. En 1816, la frégate La Méduse, en route vers le Sénégal, fait naufrage au large de la Mauritanie. À sa tête, un capitaine royaliste, Hugues du Roi de Chaumaré, nommé par favoritisme après la chute de Napoléon, se montre incompétent. Au lieu de suivre les conseils de ses officiers expérimentés, il s'échoue sur un banc de sable. Ne pouvant transporter tout le monde dans les canots de sauvetage, on construit un radeau de fortune où sont entassés 147 hommes. Ils sont abandonnés en mer. Durant 13 jours, ces naufragés subissent la faim, la soif, le cannibalisme, la folie et la mort. Seuls 15 survivent.
Le scandale éclate dans la presse libérale qui y voit la preuve éclatante de l'incompétence et de la corruption du régime monarchique. Géricault, jeune artiste romantique avide de sujets puissants et dramatiques, voit dans cette histoire un matériau pictural exceptionnel. Mais au-delà du fait divers, c'est l'humanité souffrante qui l'attire. Il décide de peindre une œuvre monumentale qui dépasse le simple témoignage, une vision épique et tragique de la condition humaine. Entre 1818 et 1819, Géricault se consacre entièrement au radeau de la Méduse. Il ne s'agit pas d'une commande, mais d'un projet personnel, audacieux et risqué. Documentation et recherche. L'artiste s'entoure d'un cercle de témoins directs du naufrage, comme le médecin Jean-Baptiste Savigny et l'ingénieur Alexandrine Coréard. Il lit les récits, analyse les rapports, interroge les survivants. Son souci de vérité est extrême. Préparation anatomique. Géricault fréquente les hôpitaux, les morgues, assiste à des autopsies. Il étudie les effets de la mort sur les corps, peint des membres amputés. Il va même jusqu'à conserver des cadavres chez lui. Il réalise des dizaines d'études, des têtes, des bras, des jambes, des compositions entières. Dimension picturale. Le tableau, immense, 491 cm sur 716, est conçu comme un manifeste artistique. Il installe un vaste atelier, travaillant en secret, et élabore une composition savamment orchestrée, mêlant les influences de la Renaissance, du baroque, du Caravage, du Rubens et de Michel-Ange. Comme indiqué au préalable, l'œuvre étudiée aujourd'hui se nomme Le radeau de la Méduse et a été peinte par Théodore Géricault entre 1818 et 1819. Ils utilisaient de l'huile sur toile à ce moment-là pour produire son œuvre monumentale qui fait 491 par 716 cm. À l'heure d'aujourd'hui, elle est exposée au Musée du Louvre à Paris. Le radeau de la Méduse s'inscrit pleinement dans le courant romantique, par son intensité émotionnelle, son sujet tragique et sa volonté de rompre avec les conventions classiques. Géricault y exprime le désespoir humain face à la nature, en peignant avec réalisme les corps meurtris et les visages bouleversés. La composition dramatique, les contrastes de lumière et le mouvement tourmenté des figures traduisant une vision profondément subjective et expressive, typique du romantisme. En choisissant un fait contemporain et non héroïque, Géricault affirme la puissance de l'art à émouvoir et à dénoncer. Cette peinture d'histoire, présentée sous un format paysage, représente un moment précis, l'instant où les survivants aperçoivent au loin un navire, l'Arcus, qui pourrait les sauver. L'émotion est à son comble. Entre espoir et désespoir, la tension est palpable. Nous pouvons analyser la composition du tableau de deux façons différentes. La première repose sur une double pyramide inversée. Une première pyramide descendante, du haut où un homme agite un tissu, jusqu'en bas où les morts s'amoncellent. Cette ligne traduit la chute, la souffrance, le poids de la mort. Une seconde pyramide ascendante, depuis les cadavres du premier plan jusqu'aux figures debout, tournées vers l'horizon. Cette ligne exprime l'élan vital, l'espoir, la tension dramatique vers un salut incertain. La deuxième façon d'analyser la composition du tableau s'organise autour d'une pyramide centrale formée par l'ensemble des corps entassés sur le radeau. À gauche du tableau, une première pyramide secondaire émerge des corps inertes représentant les morts et les mourants. Les postures affaissées et les visages éteints traduisent une profonde résignation, incarnant le désespoir et l'abandon. En opposition, une pyramide à droite regroupe les survivants tournés vers l'horizon, animés par un nouvel élan. Ces figures, tendues vers le salut, expriment l'espoir, comme l'homme qui lève le bras pour signaler au navire aperçu à l'horizon la présence des naufragés. Bien que le radeau de la Méduse ne repose pas sur une symétrie rigoureuse, Géricault y construit un équilibre dynamique fondé sur les contrastes et le mouvement. La composition est volontairement asymétrique avec les corps affaissés à la gauche et, au contraire, les survivants tournés vers l'horizon à la droite. Cette opposition organise visuellement l'espace et guide le regard du spectateur à travers la scène. Ainsi, l'artiste remplace l'équilibre statique de la symétrie par une tension dramatique maîtrisée qui intensifie le message tragique de l'œuvre. L'espace est occupé presque intégralement avec une disposition diagonale ascendante de gauche à droite qui donne un mouvement dramatique vers l'espoir. La ligne diagonale rend la composition dynamique et guide le regard du spectateur vers le centre d'intérêt visuel, soit l'homme brandissant le drapeau.
La progression verticale crée une montée de la tension dramatique et une orientation vers une possible délivrance. Malgré la tension, il n'y a pas de mouvement brusque. C'est une suspension dans l'instant, un équilibre instable entre vie et mort, entre espoir et désespoir. Les gestes sont figés, comme arrêtés dans un théâtre silencieux. La scène est construite en profondeur avec un traitement complexe de la perspective. On passe d'un premier plan très détaillé à un arrière-plan plus diffus. Géricault utilise notamment le raccourci et le chevauchement pour créer cette atmosphère. Par exemple, l'Argus, situé au loin, est à peine visible tellement il est petit en comparaison avec le radeau. La technique du chevauchement, elle, est beaucoup utilisée dans l'amat-corps pour illustrer quels individus sont les plus près des spectateurs. On peut aussi supposer une perspective linéaire qui guide le regard vers l'horizon grâce aux planches de bois, mais on ne peut pas déterminer précisément le point de fuite en raison des corps qui dissimulent les lignes parallèles. Par ailleurs, Géricault offre au public un point de vue frontal de la scène de façon à ce que les spectateurs soient immergés dans la situation. L'ensemble baigne dans une lumière dramatique, le ciel orageux, les nuages sombres, les reflets violacés de la mer, tout concourt à créer une atmosphère d'apocalypse. Le radeau est une masse instable, à peine maintenue sur les flots. Il est incliné, instable, sur le point de chavirer à nouveau. On y distingue, au premier plan, les corps inertes, cadavres, mourants, hommes évanouis. Ils forment une masse pesante, charnelle, désespérante. Au centre, des survivants à genoux ou à demi redressés qui guettent l'horizon. Et au sommet, deux figures debout. Un homme noir qui agite un vêtement rouge, figure centrale et symbolique, et un autre qui l'épaule. Les corps sont organisés en amas, créant des tensions entre les masses humaines. Le rythme visuel est donné par l'alternance entre corps allongés, figures assises ou redressées. La couleur est dominée par des tons sourds, ocre, terreux, bleu-vert. Le rouge du drap agité surgit comme une déchirure dans cette harmonie morne. La lumière dramatique évoque le clair-obscur du Caravage et intensifie la tension de la scène. La gamme est volontairement réduite, renforçant le sentiment dramatique. La mer et le ciel sont traités comme des tonalités froides, avec le vert de gris, le bleu, le noir, contrastant avec les tons chauds des corps. Le dessin, quant à lui, est rigoureux, inspiré de l'anatomie classique. Chaque corps est modelé avec précision. Les muscles tendus, les chairs pendantes, les visages déformés par la douleur témoignant de l'immense maîtrise de l'artiste. Géricault met en œuvre une grande maîtrise anatomique, inspiré ses études sur des cadavres et des modèles vivants. Les corps sont représentés dans des postures variées, complexes, souvent contorsionnées, montrant des muscles tendus, des membres affaissés ou dressés. Les silhouettes sont monumentales, sculpturales, très présentes dans l'espace. Les lignes de force structurent l'espace. Il y a des diagonales ascendantes vers le coin supérieur droit, des lignes horizontales qui composent le radeau et des lignes courbes au niveau des corps. Les contours ne sont pas tracés nettement, mais suggérés par des dégradés de lumière et d'ombre, particulièrement détaillés au premier plan, puis de plus en plus estompés à l'arrière-plan pour créer une profondeur atmosphérique. Géricault joue de forts contrastes de clair-obscur, lumière dramatique qui isole les corps du fond sombre, contraste aussi entre les zones de désespoir, les ombres, les figures et les espoirs, figures éclairées, tissus rouges agités vers l'horizon. Il n'y a pas de source lumineuse visible. La lumière semble venir d'un éclairage latéral, dramatique, de type théâtral. Le clair-obscur est très prononcé, comme mentionné au préalable. Il est inspiré du Caravage. Il met en valeur certaines figures tout en laissant d'autres dans la pénombre. La lumière modèle les formes, accentue les volumes musculaires. Elle oriente le regard vers la diagonale ascendante et le sommet du triangle, où l'on perçoit le geste d'appel au secours. Géricault offre une pâte picturale travaillée, variée selon les zones. Les corps sont traités avec finesse, modelés avec souplesse. Les éléments marins, l'eau, le bois du radeau, les vagues, sont plus empâtés et vigoureux. Le pinceau est tantôt lisse, pour la peau, les muscles, tantôt plus visible, pour la mer agitée, le ciel menaçant. Le mouvement est l'un des grands talents de Géricault. La scène semble figée dans un instant de basculement. Le déséquilibre du radeau, la mer agitée, les corps en tension donnent une impression de chaos figé. Autant la toile utilisée par Géricault ainsi que son style font que le tableau a une texture assez lisse avec peu de traits de pinceau visibles. La mise en scène a quelque chose de théâtral, mais sans emphase. Chaque geste semble naturel, dicté par la survie. L'agitation est contenue, presque muette. Il n'y a ni cris, ni hurlements, seulement des regards et des corps. Du point de vue de la finition, on constate des détails qui sont extrêmement soignés dans le rendu anatomique.
Certains éléments sont peints avec un réalisme minutieux, comme les cordages, les tissus, les textures de peau. D'autres sont plus esquissés à l'arrière-plan. D'un point de vue du style et des influences artistiques, on constate que le classicisme et le romantique sont ce qui compose l'œuvre. On constate notamment, grâce à la composition structurée, l'étude du nu, le traitement académique des corps montre l'influence classique. Mais le sujet dramatique, le désordre des corps, l'expressivité des visages et la nature en furie relèvent du romantisme naissant. On sent l'influence de Michel-Ange pour les corps musculeux, de Caravage pour le clair-obscur et de Rubens pour le drame et le mouvement. Fuseli donnera, quant à lui, la sensation d'angoisse. Ce tableau dépasse le simple récit d'un naufrage. Géricault peint une humanité à la dérive, ballottée par les forces de la nature et de l'histoire. Le radeau devient une métaphore du monde moderne, instable, incertain, tragique. Les corps morts et vivants mêlés rappellent l'extrême fragilité de l'homme face au destin. Dans une monarchie restaurée, où la censure règne, le radeau de la Méduse est un acte subversif. Il dénonce l'incompétence du pouvoir, l'abandon des plus faibles, la faillite morale d'un système. Sans dire un mot, Géricault prend position. Le tableau montre à la fois la détresse individuelle et la tentative collective de survie. Certains corps sont enlacés, d'autres tendent les bras vers le ciel. L'homme noir au sommet du radeau, symbole de l'opprimé, de l'esclave devenu sauveur, incarne une vision humaniste et universelle. Les cadavres, au premier plan, sont traités avec un réalisme troublant. Ils ne sont ni héroïsés, ni idéalisés. Ce sont des restes humains, chair sans vie, rappel brutal de notre finitude. Et pourtant, au-dessus d'eux, la vie s'accroche encore. Présenté au salon de 1819, le radeau de la Méduse suscite le scandale, l'admiration, l'incompréhension. Trop moderne pour certains, trop réaliste pour d'autres. Iront avec les conventions du tableau d'histoire héroïque. Il n'y a ni victoire, ni noblesse, ni gloire. Juste la souffrance humaine, mise à nu. Mais l'œuvre fait son chemin. Elle inspire les artistes romantiques, de Delacroix, qui pose comme modèle pour certains personnages, à Turner. Elle inaugure un nouveau rapport à l'histoire et à la peinture, plus sensible, plus engagé, plus incarné. Aujourd'hui conservé au musée du Louvre, le radeau de la Méduse est considéré comme l'un des sommets de la peinture occidentale. Il anticipe le réalisme, inspire le romantisme, touche au sublime. Son pouvoir d'évocation est intact. Face à cette mer déchaînée, à ses regards perdus, à ce radeau suspendu entre la vie et la mort, le spectateur contemporain ne peut que s'interroger sur sa propre place dans le monde. Il y voit la misère des exilés, les naufrages modernes, les drames humains oubliés. L'œuvre parle encore, toujours. Le radeau de la Méduse, peint par Théodore Géricault entre 1818 et 1819, dépasse la simple représentation d'un naufrage tragique. Il s'agit d'une œuvre profondément politique, critique de son temps, et dont les résonances continuent de dialoguer avec les enjeux contemporains. Par sa composition dramatique, son sujet brûlant et sa portée symbolique, ce tableau est un manifeste politique autant qu'un chef-d'œuvre artistique. Comme mentionné précédemment, le tableau s'inspire d'un fait divers réel, le naufrage de la frégate La Méduse en 1816 au large de la Mauritanie. Cette catastrophe et ce naufrage symbolisaient, aux yeux de beaucoup, l'échec d'un système fondé sur les privilèges et le népotisme. En choisissant ce sujet, Géricault s'engage. Il peint pas un mythe antique ou une scène biblique, mais un scandale politique récent. À une époque où la monarchie restaurée de Louis XVIII tente de censurer la presse et de rétablir l'ordre ancien. Géricault ose montrer la faillite du régime. Le radeau devient une allégorie, celle d'un peuple abandonné par ses dirigeants, livré à lui-même, luttant pour la survie. La composition dramatique, centrée sur les corps souffrants, agonisants ou déjà morts, met en avant la violence de l'injustice sociale et politique. Comme dit au préalable, le tableau y a été exposé au salon de 1819. Il provoque un choc, pas juste à cause de son sujet, mais aussi par sa manière. Géricault rompt avec le style néoclassique dominant. Il introduit un réalisme cru, proche du romantisme naissant, et donne une voix anonyme aux oubliés de l'histoire. Ce geste en soi est politique. Il redonne la dignité à ceux que l'État a trahis et abandonnés. Le succès du tableau en Angleterre, où il fut ensuite exposé, montre aussi à quel point le radeau de la Méduse parlait à une conscience européenne. Il posait la question de la responsabilité politique, de la valeur et de la vie humaine, ainsi que de la capacité de l'art à devenir un instrument de dénonciation. 2 siècles plus tard, le radeau de la Méduse continue de résonner avec les tragédies de notre temps.
Les images de migrants en mer Méditerranée, entassés sur des embarcations de fortune, échoués ou abandonnés à leur sort, rappellent tragiquement le radeau de Jéricho. Le parallèle est souvent fait par des artistes, journalistes ou militants. Aujourd'hui, comme en 1816, certains sont sacrifiés au nom d'un ordre politique ou économique injuste. L'œuvre est également utilisée comme métaphore dans les débats sur les crises sociales, écologiques ou sanitaires. Elle représente un monde en perdition, où l'humanité dérive sans direction claire, à la merci des vagues. Symbolise des périls modernes, précarité, migration forcée, pandémie, catastrophe climatique. Le radeau devient alors l'image d'une société mondiale en crise qui cherche désespérément une terre d'asile ou un espoir.